La société était rentable depuis le début. Il y a 18 mois, la RA était à peu près à 25 millions. Il y avait un enjeu assez fort, c'était de se dire comment on peut quitter le plateau. On avait un enjeu d'arriver à avoir des comptes un peu plus gros. L'énorme majorité du revenu de l'Emlist était généré via le produit, en product-led. C'est pour ça que j'ai été embauché. Finalement, c'était pour créer une motion, si je puis dire, plutôt sales-led, qui allait être assez complémentaire de la manière dont l'Emlist se rémunérait jusque-là. On est 140 personnes. Pour une boîte de 40 millions d'ARR, la boîte est depuis le début, depuis le jour 1, complètement internationale. Donc en fait, les leads ils viennent de partout. Et là, on a 30% du revenu aux États-Unis, 30% en France, 40% reste du monde. Quand tu es arrivé, pourcentage du chiffre d'affaires qui était fait par les sales? 1%. Non significatif? Ouais, c'est ça, 1%. Ouais. Et aujourd'hui? Un peu plus de 20% du revenu complet. Moi, j'espère qu'on n'arrivera jamais à 50-50. Ça veut dire que le produit continue de cartonner et on va grandir encore plus vite. Bonjour à tous, je suis Claire et j'ai cofondé Elio avec mon associé Noémie. Notre mission chez Elio, c'est de booster la croissance des entreprises ambitieuses en structurant et accélérant leurs fonctions commerciales grâce à l'intervention de nos Head of Sales externalisés. Grâce à Elio, on a la chance de rencontrer tous les jours les plus grands Head of Sales du marché français et on avait à cœur de vous partager ces discussions afin que vous puissiez vous aussi vous cultiver commercialement. C'est dans ce cadre que nous accueillons aujourd'hui Yann Guilleux. Bonjour Yann. Hello Claire, ça va? Très bien et toi? Ouais, super, très content d'être là. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Donc toi aujourd'hui, tu es Head of Sales de l'Emlist. Je te propose qu'on commence ce podcast par une rapide présentation. Qui es-tu, Yann? Ok, écoute, je m'appelle Yann Guilleux, j'ai 35 ans et d'un point de vue peut-être perso, allons-y. Qu'est-ce que je peux te dire? Avec ma compagne, on adore voyager, sinon je suis un grand fan et joueur de basket. Et d'un point de vue pro, parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, très rapidement, je fais une école de commerce, une année et demie de conseil. J'ai ensuite voulu rejoindre plutôt un environnement tech et j'ai eu une opportunité de partir à Dublin chez HubSpot. Donc j'ai passé 4 ans là-bas, une année en tant que BDR et 3 ans en tant que EI. Super expérience. Et ils ont ouvert des bureaux à Paris à ce moment-là, donc j'ai eu l'opportunité de rentrer à Paris pour participer à l'ouverture du bureau français sur un poste de management. Je suis resté encore 3 années là-bas sur des différents postes de management. J'ai eu une autre expérience ensuite dans une boîte HR Tech, Talent, sur un poste de Head of Sales. Donc c'était la première fois que je faisais du vrai second line et j'ai pu voir la différence entre les grosses boîtes US et les startups / scale-up françaises. Donc c'était ultra intéressant pour voir les différences en termes de pouvoir d'action que tu as justement quand tu es dans un poste un peu plus élevé finalement. Et j'ai rejoint l'Emlist il y a de ça 18 mois maintenant, ça va vite, sur un poste de VP Sales et Success. Donc je gère tous les commerciaux et une équipe de Customer Success. Ok, alors peut-être pour reprendre le début de ta carrière, pour les profils qui sont non commerciaux, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ton poste de BDR et ton poste de AI? Ouais, bien sûr. Le poste de BDR, c'est quelque chose qui est assez commun, surtout pour l'entrée de carrière. Et finalement, ta mission, elle est assez simple en tant que BDR, c'est d'arriver à trouver des opportunités, justement pour ce que tu appelles les AI, qui vont plutôt avoir un profil de closer. Là, en tant que BDR, tu es vraiment dans une optique d'arriver à booker, tout simplement, des rendez-vous pour les commerciaux qui sont souvent un peu plus seniors. Et quand tu passes AI, finalement, tu continues toujours de booker des rendez-vous pour toi, mais en plus, tu vas gérer tout le process de vente jusqu'au closing et à la signature. Ok, donc toi, tu es arrivé chez l'Emlist il y a donc maintenant 18 mois. L'Emlist s'est créé, il me semble, en 2018. Peut-être que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est l'Emlist et quel a été ton challenge, toi, quand tu es arrivé, parce que la société, du coup, avait déjà plusieurs années d'existence, donc je suppose déjà du revenu. Oui, en effet, il y avait déjà du revenu. L'Emlist, on est un éditeur de logiciels et on propose une plateforme de sales engagement. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va être une plateforme tout en un qui est mise à disposition des personnes qui sont dans une optique d'arriver à trouver des opportunités,
des opportunités commerciales et on va les aider. Et pour ce faire, je dirais, il y a 4 briques dans la solution. Peut-être un peu réducteur, mais en tout cas, il y a de quoi arriver à trouver des prospects dans son ICP, donc vraiment le côté un peu base de données, arriver à trouver les données, donc les contacts, email, téléphone de ces prospects. Ensuite, il y a tout un aspect délivrabilité, donc on s'assure qu'une fois qu'on va essayer de communiquer avec eux, les emails, les messages ne vont pas tomber dans la boîte de spam, ce qui évidemment rend les efforts caducs. Et ensuite, donc, on a ce qui est un peu le cœur de notre solution, la possibilité de créer des campagnes vraiment multi-channel, avec plusieurs canaux, que ce soit via email, via LinkedIn, via WhatsApp, SMS ou téléphone. Et on met tout ça à disposition des équipes commerciales notamment. Et un des axes qu'on a qui est assez fort, c'est qu'on donne la possibilité aux commerciaux de travailler depuis leur CRM sans le quitter, mais en bénéficiant de toute la puissance de Lemlist. Donc voilà, en une longue minute. Hyper clair. Bon, je suppose que beaucoup d'auditeurs connaissent déjà Lemlist, mais c'était important de remettre le cadre. Donc toi, tu es arrivé il y a 18 mois. Quand tu es arrivé, la société en était où ? C'était une période ultra intéressante avec pas mal de changements. Donc, la société était rentable depuis le début. Donc, il y a 18 mois, l'ARR était à peu près à 25 millions d'ARR sur la société. Et à ce moment-là, il y avait un enjeu assez fort. C'était de se dire comment on peut quitter le plateau. La société était en train de sortir, mais était encore dans une phase de plateau, notamment parce que le churn était un peu plus haut. Et on avait un enjeu d'arriver à avoir des comptes un peu plus gros, tout simplement. C'est pour ça que j'ai été embauché. Finalement, c'était pour créer une motion, si je puis dire, plutôt sales-led, pardon pour les anglicismes, qui allait venir être assez complémentaire de la manière dont Lemlist se rémunérait jusque-là, qui était vraiment ce qu'on appelle du product-led. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire un marketing très fort, un produit évidemment très bon, qui fait que les gens viennent sur le site web, essaient l'outil, tout simplement, et ensuite vont mettre la carte bleue directement et convertir. Et donc, en fait, Lemlist, ça a grossi jusque-là exclusivement via le produit. Ok, donc là, il y a 2 choses très intéressantes que tu as dit sur Lemlist et qui sont assez spécifiques. C'est que Lemlist fait partie donc, des sociétés qui sont bootstrap, qui n'ont pas levé de fonds. Désolé encore pour les anglicismes, mais voilà, c'est pour remettre le contexte. Donc, il n'a pas levé de fonds, ce qui est quand même relativement rare dans cet écosystème. Et en plus de ça, du coup, qui a réussi à faire ses premiers millions, voire dizaines de millions d'ARR sans sales. Exactement. Je pense qu'il y avait déjà eu 1 ou 2 tentatives de création d'équipe sales, mais ça n'avait pas forcément pris. Le produit n'était pas forcément fait pour ça à cette époque-là. Mais en effet, l'énorme majorité du revenu de Lemlist était générée via le produit, en product-led. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, moi, je voulais prendre Lemlist, j'avais juste à aller sur le site, mettre ma carte bleue et j'avais accès à l'outil. Exactement. Et c'est encore possible, donc faites-le. Complètement. Et donc alors, toi, tu arrives il y a 18 mois, donc avec une nouvelle stratégie, des mentalités à faire changer. Je suppose que quand il y a une grande différence entre être le premier head of sales et commencer les ventes grâce à ce que tu mets en place via l'équipe sales et arriver dans une boîte où tu es le premier head of sales mais qui, entre guillemets, n'a pas eu besoin de toi avant. Quand tu arrives comme ça du jour au lendemain dans une boîte qui tourne déjà très bien, c'est quoi tes enjeux ? Ouais, c'est ultra intéressant et pas forcément très commun, même si on voit quand même pas mal de boîtes qui sont justement product-led et qui veulent ajouter cette motion sales-led. Au final, c'est très complémentaire. Mais c'est vrai que c'est des enjeux différents. La première chose à faire, c'est de se dire qu'il va falloir faire pas mal d'évangélisation en interne et entre guillemets, éduquer, je ne suis pas fan du mot, les différentes parties prenantes pour montrer l'intérêt. Après, j'ai eu de la chance, je suis arrivé dans un environnement plutôt fertile, sachant que Charles, qui est le CEO de la société, a quand même voulu mettre en place cette motion. Donc, ça permet d'avoir les équipes qui suivent, évidemment. Et
il y avait déjà 2 commerciaux en place sur la France afin de montrer qu'il y avait des résultats et que c'était intéressant. Donc, quand tu arrives, peut-être la première chose à faire, à mon avis, dans toutes les boîtes, c'est surtout de ne pas tout changer non plus, mais d'essayer de comprendre comment ça marche. Et surtout, ce qui est attendu en fait de ce changement finalement, parce que c'est un investissement assez conséquent, tu recrutes des commerciaux, un head of sales, et tu dois mettre en place des process. Donc finalement, c'est quand même un pari qui est pris par la boîte. La première chose à faire, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui est attendu. Et pour un directeur commercial, ça peut être assez perturbant. Et moi, je suis tombé quand même dans le panneau, si je puis dire. C'est un écueil que j'ai pas réussi à éviter. Mais finalement, c'est pas simplement arriver à faire le chiffre, ce qui est le cas dans toutes les boîtes que j'avais fait jusque-là. Mais c'est plus comment le chiffre est fait et quel est l'impact qu'il va avoir. Et je vais mettre peut-être quelques métriques derrière ça. Une des raisons qui a validé le fait de développer l'équipe sales, c'est que les 2 premiers sales, je les salue d'ailleurs, c'est Greg et Lucas qui sont toujours avec nous et qui cartonnent, c'est que les cohortes qui ont été closées par les commerciaux avaient une rétention beaucoup plus forte que les cohortes product-led. Ça peut paraître logique, mais ça, c'était un des paris, et en tout cas une des thèses sur le fait de créer une équipe sales. Et ça, c'était un point à valider assez fort. Donc le churn lié aux revenus closés par les commerciaux, c'est quelque chose qu'il fallait absolument monitorer de manière assez fine pour être sûr qu'il y ait un écart significatif, étant donné que les coûts d'acquisition avec des sales sont supérieurs. Et ensuite, finalement, une question que j'aime bien poser, c'est « What's good look like ?» Finalement, c'était arriver à signer des comptes plus gros sur des engagements plus longs, sachant que dans toutes les sociétés product-led, la possibilité de s'engager sur un mois, c'est-à-dire de ne pas s'engager finalement, est présente. Et le cœur de la mission vraiment de l'équipe sales, c'est aider la boîte à transitionner en termes de produits. Historiquement, on était plutôt une solution de cold outreach, donc vraiment pour faire un peu beaucoup d'envois d'emails, à une solution de Sales Engagement Platform. Et l'équipe Sales, elle doit être moteur là-dedans pour arriver à chercher des clients plus gros sur ces cas d'usage-là. Ouais, donc au-delà... Longue réponse. Non, mais très, très clair et très intéressant. Donc, au-delà de cette notion de churn qui est moins élevée grâce aux sales, tu as aussi une notion du coup de panier moyen qui augmente. En effet. Et ça vous permet aujourd'hui d'aller chercher des plus gros clients, donc qui s'engagent plus longtemps avec des paniers moyens plus élevés, et ce qui permet forcément d'aller chercher encore plus de croissance. C'est exactement ça. Donc après, on peut peut-être rentrer en détail sur tous les challenges qu'on a eus, les paris qu'on a pris, ceux qu'on réussit, ceux qu'on, au contraire, Ouais, parce que justement, réussi. tu parlais d'adaptation produit. Ça a été quoi les grosses adaptations à faire, même au-delà du produit, mais dans les process, tu vois, dans les process de vente, c'est plus du tout la même chose. Il y a des choses qui ont dû changer quand même très rapidement, je suppose. Comme quoi, ça a été quoi tes priorités ? Alors, la priorité en process de vente, c'est comment on peut mettre en place une stratégie pour avoir des deals un peu plus gros et surtout sur de l'engagement un peu plus grand. Ce qui se passait, c'est que là, les commerciaux, donc j'étais chez Lemlist, tu as une très forte brand. En fait, ils croulaient sous les demandes de démo, mais j'avais... Bon problème, en fait. Mais on avait des commerciaux qui passaient du temps sur des deals à 1500 euros d'ARR. Et qui n'étaient même pas 1500 euros d'ARR, qui étaient plutôt en MRR, en fait, parce qu'il n'y avait pas d'engagement. Donc, comment on s'en sort ? La première chose qu'on a mis en place, c'est de partir sur un espèce d'arbre décisionnel dans lequel rentrent nos prospects en fonction de la taille et du potentiel. On les envoie vers des groupes démo ou alors on les envoie vers nos commerciaux en one-to-one. Okay. Ça a déjà donné du temps libre et ça a permis de vider un peu les agendas de prospects à valeur ajoutée, on va dire moyenne, en tout cas potentiel, pas forcément énorme à date, parce qu'évidemment, donc c'est vraiment améliorer la qualification des leads pour que les leads les plus conséquents soient gérés par les commerciaux. Exactement. Et qu'ils ne perdent pas de temps sur les petits.
Un des gros avantages, ou en tout cas une chance que j'avais, c'est qu'il y avait déjà une équipe Ops chez Lemlist. Donc, Ce qui t'a sauvé. Oui, Parce que sinon, ça aurait été plus compliqué. En effet, moi, j'ai travaillé chez HubSpot, donc je suis assez CRM, etc. Mais je ne suis pas un Ops, je ne peux pas coder, je comprends comment les flows fonctionnent, mais je ne peux pas le faire. Puis on ne t'attendait pas là-dessus. En plus, tu vois, clairement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence. Et Lucas Perret, qui était notre lead Ops de l'époque, qui est maintenant parti dans l'équipe produit, a vraiment pu m'aider à mettre en place des process ultra efficaces, et notamment donc ce split, ce qui a pu donner du temps aux EI pour être sur des deals un peu plus gros. Et la deuxième chose qui a, je pense, eu un impact assez significatif, c'est de créer une offre finalement qu'on a appelée Enterprise, très originale. Et cette offre, en plus d'avoir certaines fonctionnalités en plus qu'il n'y a pas dans les autres offres, elle donne accès à un Customer Success Manager, aussi une petite squad qu'on a mis en place. Et elle nécessite d'avoir un minimum de 5 utilisateurs et un engagement annuel. Donc, on est au moins sur des deals à 6 000 €, grosso modo. Donc, on a donné des armes, si je puis dire, pour que les commerciaux aient une offre sur laquelle se focus. Ok, ça fait une super transition pour les talents. Okay. Donc, toi, tu es arrivé, il y avait 2 commerciaux. Ouais. Le troisième était recruté, il est arrivé, ouais. D'accord. En termes de people, qui t'as dû recruter? Au bout de combien de temps t'as recruté plus de commerciaux? Sachant que il y a une spécificité aussi, c'est que quand t'es arrivé, vous vendiez déjà à l'international. Donc, tes commerciaux étaient en France. Sous quelle temporalité t'as commencé à recruter peut-être aussi à l'étranger? Ça t'a pris combien de temps et vous en êtes où aujourd'hui sur la team? Ouais, très bonne question. Gros pari, évidemment, de recruter, en plus d'un point de vue finalement culturel, où Lemlist est assez petit finalement en termes de taille d'entreprise par rapport aux revenus. Même maintenant, on est 140 personnes pour une boîte de 40 millions d'ARR. Donc, il y a vraiment cette culture de profitabilité. Donc, l'idée, c'est pas de se dire on va créer une armée de sales. Par contre, d'un autre côté, il y a quand même une vraie demande. Et on n'y répond pas forcément de la meilleure des manières parce qu'il n'y a pas assez de monde. En plus de ça, on a un challenge, c'est que la boîte est depuis le début, depuis le jour 1, complètement internationale. Donc en fait, les leads ils viennent de partout. Et là, on a 30% du revenu aux États-Unis, 30% en France, 40% reste du monde. Donc voilà, il y en a partout. Donc c'est pas simple. Et il faut arriver à valider le process. Donc, on s'est dit peut-être plutôt prendre des commerciaux un peu juniors au début. J'ai réussi à trouver il y avait une personne qui était déjà recrutée, super profil, anglais en plus, donc natif, etc. Génial, sur un prix raisonnable. Et on a pu recruter un deuxième sales international assez vite. Donc, on s'est retrouvé avec une team de 4. Et j'ai pu avoir quelqu'un en interne pour prendre le lead sur toute la partie Customer Success. Donc, on avait assez vite une petite squad, finalement, sales, efficace. Mais tous en France, à ce moment-là? Non, les internationaux étaient déjà à l'étranger? Ouais, 2 à l'étranger, et mon head of CSM et anglais, mais via Paris. D'accord. Et 2 français. Donc, une petite squad. Et ensuite, on a continué de recruter pour arriver, parce que les gens étaient seulement en inbound et n'avaient pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, en fait, après, on a mis en place des critères de recrutement en fonction de la volumétrie de leads, et on améliore les process. On a vu que les leads continuaient d'augmenter, donc on est sur du recrutement assez fort. Ok. Et comme vous êtes présent partout à l'international, comment est-ce que tu as choisi les pays dans lesquels sont tes commerciaux aujourd'hui? Je dirais 2 critères. Volumétrie de lead. Donc, ça nous donne des zones géographiques sur lesquelles on doit se positionner. Parce qu'on a des enjeux, évidemment, de time zone. Un des challenges qu'on a eu, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes sur la côte ouest des États-Unis.
évidemment, c'est là où on a le plus gros décalage horaire. On avait des commerciaux internationaux en Belgique, en Angleterre, en Espagne. Mais du coup, il y a trop de décalage horaire. On n'a pas assez de créneaux disponibles Complètement. pour des gens qui sont basés à San Francisco notamment. Donc très compliqué. Donc maintenant, on a une répartition en trois squads, si je puis dire, commerciales. Une squad États-Unis. Donc on a des gens qui ne sont pas aux États-Unis d'ailleurs, au Canada et en Amérique latine. Donc au Canada, on a nos sales plutôt corporate. Oui. Et en Amérique latine, plutôt sur le small business, début de mid-market. France, évidemment, parce qu'on a quand même un gros volume. Et sinon, Europe, où on a des gens un peu partout. D'accord. Et vous avez le choix de ne pas prendre aux US parce que profil trop cher, je suppose. En fait, on s'est rendu compte... Ouais, enfin, long story short, oui. Ok. Mais pour aller même plus loin que ça, en fait, déjà, il y a un talent... il y a les mêmes talents au Canada, pour un coût quand même plus faible. Donc, c'était assez logique, mais ça ne nous est pas arrivé tout de suite. En fait, c'est plutôt... Mais j'ai l'impression que ce n'est pas si connu sur le marché de prendre des sales au Canada pour gérer les US. Ben, honnêtement, c'est plutôt smart. Je pense qu'on est assez fiers de nous sur ce. C'est ton idée? Non, en vrai, on a reçu des. Intelligence collective. Non, mais on a reçu des demandes entrantes de personnes qui candidataient. Et c'est devenu une évidence, en fait. Okay. On a complètement changé le focus et mis une chasse plutôt sur le Canada. C'est assez récent. Là, on vient de recruter quelqu'un pour superviser toute cette équipe. Donc, on est très curieux de voir ce que ça donne, mais c'est un gros pari, parce que c'est un marché énorme et on y croit assez fort. Ok. Donc, si on parle un peu chiffres maintenant. Donc, quand tu es arrivé, pourcentage du chiffre d'affaires qui était fait par les sales? 1%. Non significatif? Ouais, c'est ça, 1%. Ouais, et aujourd'hui? Alors maintenant, on pèse, je dirais, un peu plus de 20% du revenu complet. Okay. Donc, quand je parle du revenu complet de Lemlist, c'est-à-dire c'est vraiment overtime, si je puis dire. C'est-à-dire que les clients qui churn, etc., on enlève le revenu et ça permet d'avoir une idée assez juste. Donc, on a 20%, un peu plus de 20% du revenu qui est sales-led. Et après, en termes d'acquisition, si je puis dire, mois après mois, maintenant, je pense qu'on arrive à se rapprocher des 35-40%. Donc, ce qui est assez dingue, c'est que le produit est encore plus fort. Et donc, on essaie de le rattraper. Mais là, ça fonctionne très bien sur les deux motions. Mais je dirais qu'on a la plus forte croissance. Ce qui est aussi normal, parce que le revenu est plus petit. Et c'est pas une compétition, d'ailleurs. C'est souvent un mix. Les gens viennent du produit, passent par les sales. On les récupère quand ils sont un peu gros. Enfin, après, tout se mélange. Mais c'est bien, ça met une compétition saine avec un... Ça motive. Ouais. Ça motive, ça met de l'enjeu, les équipes ont envie de se donner. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est clair. Et on le voit vraiment pas comme ça parce que je trouve qu'il y a vraiment un cercle vertueux assez fort à être une boîte product-led. C'est-à-dire que finalement, si tu es uniquement sales-led, tu peux te permettre d'avoir un produit pas ouf tout le temps. Tu te dis, finalement, il y a des gens en service qui vont faire l'onboarding. Si c'est pas clair, on leur explique. Alors qu'en fait, si tu es product-led, tout doit être clair. Et les gens, ils doivent être en mesure d'utiliser l'outil sans personne. Et quand tu arrives en tant que sales, tu sais que tu as un produit qui est plus fort à vendre. Et le côté vertueux, c'est qu'après, nous, on a beaucoup de feedback qu'on peut renvoyer à l'équipe produit sur des demandes de comptes un peu plus gros. Donc, moi, je le vois quelque chose comme vraiment de vertueux et on n'est pas là à être en concurrence avec le market ou la team produit. Ouais, non, c'est pas du concurrence, mais ça met une bonne énergie. Et c'est vrai que c'est ce qui est beau dans l'histoire, c'est quand tu es head of sales et que tu rejoins une société qui est product-led, c'est qu'en fait, tu sais que tu as un produit qui est canon. Ouais, donc clair. Ça, c'est cool. Ouais, petit tips. Si ouais, exactement. Jeune, a priori, Et donc, aujourd'hui, Lemlist, c'est un outil à destination des sales. Je suppose que vous utilisez chez Lemlist. Ouais. Toi, tu as dû mettre en place, je suppose, une stack d'outils qui est quand même assez conséquente. C'est parce que ça, c'est une question qui revient souvent auprès des head of sales. C'est quoi la stack d'outils qui fait la différence et qui est indispensable pour une équipe de sales? Ouais, c'est une bonne question. Et en fait, il peut y avoir vite 4 milliards d'outils. Complètement. Je suis assez... je suis un croyant qu'on ne doit pas forcément
démultiplier jusqu'à l'infini le nombre d'outils. Vraiment, la base pour les commerciaux, c'est d'avoir un CRM qui soit bien maintenu, qui a été créé en y ayant réfléchi et qui soit efficace. Nous, on utilise HubSpot. C'était là avant que j'arrive, j'étais très content. Oui. Mais il y a plein d'autres CRM qui sont très bien. Ensuite, tu as plusieurs couches. Donc, il y a une couche vraiment de prospection. Nous, on utilise évidemment Lemlist. Il y a un aspect gestion des deals, donc outils de recording. Nous, on utilise Clap. On l'a racheté. On en reparlera après. Donc ça, je dirais vraiment, c'est les 3 outils sur lesquels on passe le plus de temps. Et ensuite, on a SalesNav, et on a un outil téléphonie, on travaille avec Aircall pour la téléphonie, on travaille avec Hyperline pour avoir un outil de quote qui sont intégrés à Stripe pour générer automatiquement l'instance à nos clients. Vrai sujet, la facture d'ailleurs, quand tu ajoutes une motion sales-led dans une boîte product-led, très très compliqué, étant donné que tu as 2 process qui sont très très différents, mais il faut arriver à s'imbriquer dans ce qui tourne déjà. C'est un gros sujet. Et on a ce qu'on appelle les digital sales rooms pour nos deals un peu plus gros, ce qui permet grosso modo de donner, je le pitch assez mal, mais un cloud vraiment privé à nos prospects, dans lequel on va pouvoir partager de la documentation. Eux vont pouvoir inviter d'autres personnes. Ça permet d'être très pro sur des deals de grosse taille. Okay, c'est un peu comme une data room où en fait c'est tout l'espace que vous partagez avec vos clients et les équipes Lemlist. Exactement. Okay. Ça, je dirais, c'est les outils qu'on utilise le plus. Après, on a d'autres outils qu'on va utiliser de manière un peu plus ponctuelle, mais ça, c'est notre gros stack. Ok. Et donc, sur les 18 derniers mois, donc, on a vu que tu as eu quand même pas mal de succès. Félicitations. Ouais, merci. Je suppose que tu as aussi fait quelques erreurs. Tu as peut-être perdu du temps sur des choses, etc. C'est quoi les conseils que tu peux donner demain à des head of sales qui viennent rejoindre des boîtes qui sont product-led pour qu'ils évitent de commettre ces mêmes erreurs? La première erreur, c'est vraiment d'être très clair sur la définition du succès. Parce que dans des boîtes product-led, j'en parle un peu avant, ça peut être vraiment différent. Chez nous, par exemple, c'est quoi le pourcentage du revenu qui a été généré ce mois-ci qui est sur de l'engagement à l'année, par exemple. Mais ça, moi, c'est des choses venant de boîte sales-led, ça me paraissait évident. Enfin, je ne l'avais pas. Je passe à côté au début. Donc, avoir vraiment ça de manière très claire, je pense que c'est important. Le deuxième point où je pense que tu as des enjeux et tu peux te faire avoir, c'est à quel point tu dois te différencier en termes de process. Je te donne un exemple, je reviens dessus, mais la facture, en fait, au début, on s'est dit on fait les choses de manière assez simple et on envoie des factures à la main. Enfin, il y a un devis, on envoie les factures. En fait, vu qu'on a une question de volume, c'est très vite devenu ingérable. Et on a une personne qui était à temps plein sur des sujets à zéro valeur ajoutée, qui est une personne qui est sur nos ops. Enfin, c'était fou. Donc, pas mal de prises de tête, de réflexion dans le système, mais il y a des choses qui doivent être automatisées parce que tu as forcément une notion de volume assez vite. Et le dernier point, c'est d'être, je pense, sur les recrutements. On a été, je pense, là, on est enfin à jour, mais on a toujours été en retard. Okay. On a toujours été en retard. Et lié à quoi le fait d'être en retard? Pas assez d'anticipation? Ouais, sur 2 niveaux. L'augmentation, en fait, on n'a pas été assez vigilant. Et quand je dis on, en fait, je pourrais utiliser le jeu. J'ai pas été assez vigilant sur la croissance qu'on avait de nos demandes entrantes. Et en plus de ça, sur la complexité qu'on demandait nos deals. Donc finalement, on a changé le process et il y a plus d'étapes. On a mis quelque chose vraiment un process très consultatif. Comment tu gères des deals à 50 000 €, tu vois. Donc, bref. Et du coup,
t'as beau avoir une volumétrie de demande entrantes égale, si tu es sur des deals qui demandent 5 ou 6 fois plus de touchpoints, c'est pas la même en termes de bande passante pour les sales. Donc, en fait, on a eu des sales stretch un peu et avec trop d'inbound par tête, finalement, pendant trop longtemps. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir une analyse assez fine pour avoir un plan de recrutement qui soit le plus juste. Ce qui est un peu dur au tout début. C'est qu'en fait, quand on arrive, il faut justement récupérer cette data, l'analyser, c'est nouveau. Ouais. Donc, la data, c'est compliqué dans toutes les entreprises. Avoir quelque chose de juste, de comprendre exactement ce que ça veut dire. Ouais. Mais ça, c'est une erreur qui, je pense, ça nous a vraiment fait perdre du revenu. Ok. Et aujourd'hui, du coup, ton équipe globale en 18 mois que tu as créée, tu gères combien de personnes aujourd'hui ? Et ben là, la fin du mois, je crois qu'on va arriver à 26 personnes. Ok. Bon, tu as perdu du temps, mais tu as quand même pas mal recruté en 18 mois. On a pas mal recruté, ouais, on a pas mal recruté. Donc, on a une autre erreur, je pense qu'il fallait le faire, mais on a aussi perdu du revenu. Je disais tout à l'heure qu'on a passé nos petits comptes en groupe démo. Un gros pari qu'on a fait en Q4 l'année dernière, c'est de se dire, OK, on recrute une équipe maintenant et on repasse tout le monde en démo individuelle. OK. Ça a fait x4 en termes de taux de conversion et de revenus. Donc, gros pari gagnant, mais pareil, pendant 4-5 mois, on a perdu du revenu, quoi. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est le groupe démo, parce que c'est vrai que c'est assez rare. Et pendant combien de temps vous avez gardé ce process de groupe démo ? 4-5 mois. Et du coup, qu'est-ce que c'est un groupe démo ? C'est finalement les gens assez classiques quand on vend du logiciel, les gens ont demandé tout simplement de faire une démo pour échanger avec un commercial. Au lieu de se retrouver avec un commercial en one-to-one, ils se retrouvent avec jusqu'à 15 personnes pour voir... Oui, c'est des vrais groupes. C'est des vrais groupes. C'est des vrais groupes pour voir l'outil. C'était nécessaire, de toute façon, pour gérer l'afflux. Mais on a fait un pari donc, qui coûte un peu cher, humainement parlant, tu vois, parce que ça fait des people. Mais c'est ultra rentable. On a vu les taux de conversion vraiment exploser quand on a renvoyé les gens en one-to-one. On a gardé des groupes démo parce qu'on a beaucoup de demandes, mais avec des gens qui ont des adresses Gmail, etc. Donc, tu es obligé de fournir une expérience correcte et c'est normal. On va le garder, mais en tout cas, la plupart des gens ont une démo individualisée. Ok. Là, en termes de chiffres, vous en êtes où ? C'est quoi votre objectif à fin 2025 ? C'est quoi votre objectif à fin 2026 ? Ouais. Et la part liée aux sales, pour se dire, en fait, en combien de temps tu penses que tu vas réussir à arriver à 50-50 entre le produit et les sales ? Ok. Bah écoute, si on continue de grossir comme ça, moi j'espère qu'on n'arrivera jamais à 50-50. Ça veut dire que le produit continue de cartonner et on va grandir encore plus vite. Donc j'essaie de ne pas me mettre un objectif de pourcentage du revenu lié aux sales. Je dirais qu'il y a 2 gros chiffres que j'essaie qu'on monitore de manière précautionneuse. Ça va être le NRR, donc c'est le Net Revenue Retention. Peut-être pour expliquer concrètement, en début de mois, j'ai 100 clients et ils vont dépenser pour 1 000 €, admettons. Quelle est, un mois plus tard, la somme qui est dépensée par ces 100 clients ? Si c'est plus positif ou négatif, donc si c'est 1 100 €, on parle d'un NRR qui a augmenté de 10%, 110% de NRR. Ça, c'est vraiment un métrique clé parce que ça veut dire que ce qu'on signe grossit dans le temps et c'est ce qui nous permet d'avoir une base solide. Donc ça, c'est la base qui va nous permettre de grossir. Pour te donner des chiffres en termes d'acquisition, cette année, nous, on avait un objectif de 5 millions de new business, sales-led, d'ARR. Donc c'est cool, on a réussi à le faire. On est en train de fixer, merci, c'est cool, on est content. On est en train de fixer la target pour l'année prochaine. Donc là, on va peut-être finir l'année à 7. Donc tu vois, est-ce qu'on est à 14 l'année prochaine ? En tout cas, ça. Donc target bien dépassé. Ouais, cette année, ouais, c'est très cool, très cool. Faut se féliciter. Ouais, non, mais c'est. Tout le monde n'a pas cette chance, donc bravo. Ouais, non, c'est top. Il y a eu évidemment. Après, c'est un jeu d'équipe. Tu vois, on a eu les leads du marketing qui ont fait que ça s'est bien passé. Il y a le produit. C'est le travail de tout le monde. C'est clair. Mais c'est génial. Mais c'est cool.
Et l'année prochaine, objectif probablement entre 10 et 15 côté sales-led en newbies. Et sur le NRR, je dirais que je le split en 3. On a ce qui vient de notre squad d'Inside Sales, donc c'est-à-dire les gens qui font les démos qui étaient en groupe démo, qui les font en one-to-one. Eux, ils gèrent des comptes beaucoup plus petits. C'est des ventes assez transactionnelles. Et l'idée, c'est de closer assez vite. Donc souvent, il y a des engagements beaucoup plus courts. Mais on arrive à être proche des 100% après un an. C'est-à-dire que s'ils closent 1 million au début d'année, c'est qu'à la fin de l'année, ça fait encore 1 million. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a en fait ce qui est closé et qui est envoyé dans notre pipeline de CSM. Et là, on a lancé cette squad en début d'année, donc on verra où ça termine. Mais pour l'instant, on est au-dessus des 110 ou 115%. Donc on verra où ça termine. Et si on arrive à garder du NRR dans le vert, qui est vraiment la clé pour pas remplir un seau d'eau percé, quoi. L'idée serait d'arriver à ajouter entre 10 et 15 millions. Ok. Beau challenge. On verra, ce serait cool, ouais. Et donc là, la semaine dernière, il me semble, vous avez fait une belle annonce. Ouais. Que tu as un petit peu teasé tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire non, mais t'as amené le sujet. Ce n'est plus un secret. Ouais. Ok, c'est vrai. Non, mais du coup, pour toi, ça va être plein de nouveaux défis. Peut-être que tu peux nous parler justement un peu plus de ce rachat que vous avez fait il y a peu de temps. Ouais, donc c'est super excitant. Ça a été annoncé lundi, mais ça ne parle absolument à personne puisque ce podcast sortira plus tard, j'imagine. Mais en tout cas, pas dans si longtemps que ça. Pas dans si longtemps, ouais, ça va. En tout cas, fin octobre. Et on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Clap, qui est un logiciel qui fait partie de la catégorie du Customer Intelligence. Qu'est-ce que c'est ? Finalement, ça va être une solution qui permet de enregistrer tous les calls, remplir automatiquement le CRM, donc gros gain de productivité pour les commerciaux, et permettre de coacher finalement les sales en se basant sur des modèles. Et donc c'est vraiment un outil de productivité. Pourquoi on l'a acheté ? Parce que c'est très lié à la prospection et notre vision, si je puis dire, moyen terme. C'est avec une très forte intégration avec l'Emlist d'être en mesure de se dire, la plupart des boîtes, elles ont plus de deals perdus dans leur CRM que gagnés. Malheureusement, c'est le cas. Donc, en fait, il y a une valeur énorme qui existe et c'est une donnée qui n'est pas traitée. Et ça, c'est de l'or. Et là, en fait, c'est de se dire, OK, maintenant, avec Clap et l'Emlist, on peut récupérer tous ces transcripts et arriver à faire des messages personnalisés sur ce qui s'est dit. Donc, typiquement, on a échangé avec Elio. Il y a de ça 6 mois, ça n'a peut-être pas marché. Quand tu me recontactes, en fait, tu as toute la valeur de l'échange que tu pourras mettre dans un email, dans un message LinkedIn. Et ça, on croit que c'est le futur de la prospection. Ouais, c'est super. Et puis, en plus, la force que tu as, c'est que c'est un outil que tu utilises depuis un moment. Donc, rien de mieux que d'utiliser un outil avant de le racheter. Donc aujourd'hui, vous le vendez comme 2 outils différents encore. Oui. Vous allez avoir des sujets, je suppose, d'intégration rapidement. Et en termes de vente, est-ce que c'était aussi un produit qui était product-led ? Où est-ce qu'ils en sont ? Comment est-ce que toi, tu l'intègres dans ta vente ? Et comment est-ce que tu formes tes équipes ? Enfin là, 2026, en plus de la croissance en termes de CA, il y a quand même des gros enjeux sur comment mon équipe vend un nouveau produit. Donc toi, qu'est-ce que tu mets en place ? Qu'est-ce qui vont être tes gros chantiers ? Ouais, alors on en est au tout début et on a un plan, mais là c'est la première semaine, donc je peux peut-être partager nos gros chantiers comme la question que tu m'as posée en fait. Je dirais que il y a 2 choses, il y a un axe un peu ops, process, et il y a un axe plutôt vente. Le chantier opération, il est assez gros, mine de rien. Ils ont un CRM, ils ont des process, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Ce qu'on a mis en place très court terme, c'est comment on peut renvoyer les demandes de démo à la bonne personne chez nous, comment on peut gérer un process de vente Clap versus un process de vente Lemlist dans notre propre CRM. C'est à peu près tout. Là, on est en train de travailler avec une agence qui nous accompagne pour vraiment fusionner les 2 CRM. Mais il y a plein d'enjeux, c'est assez compliqué en fait. Comment on gère les doublons ? Les joies du direct.
Les joisirs, c'est incroyable. Et on sait ce que c'est en plus. Ça restera entre nous. Évidemment. Comment on gère les doublons? Quelqu'un qui est client Clap, mais qui n'est pas client Lemlist, c'est quoi le cycle de vie dans ton CRM? Il y a quand même pas mal de choses à définir, mettre en place, et pour que ça soit clair pour les équipes. Et je rentre même pas dans le système de paiement, de suivi des paiements, qui va être un peu complicado. Mais ça, c'est ultra intéressant. Complètement. Là, on a quand même opté pour se faire accompagner, parce que ça fait trop... C'est nécessaire. Trop de travail pour notre équipe d'Ops. Et l'autre aspect, c'est vraiment la partie commerciale. Paris, à voir si ça paie. Je me suis dit, là, on est une équipe de lead. Je me suis dit, pour l'instant, que ça soit moi et les leads, on met les mains dedans. Et on a été formé donc, par Pierre, qui est le fondateur, qui est plutôt en charge de la partie business. Et là, on reçoit des demandes de démo entrantes et ben on y va. Et on va faire ça pendant un mois. Je veux vraiment qu'on comprenne la plateforme de manière profonde, qu'on teste et qu'on arrive à définir un process ensemble de vente, en tout cas d'achat plutôt, qui soit le meilleur possible en fonction de la taille du deal et voir comment on peut l'insérer dans les listes. Temps 2 qui va arriver vite, mais c'est de se dire ensuite on forme les équipes. Donc, vraie question, est-ce qu'on forme tout le monde? Est-ce qu'on forme peut-être une ou deux personnes qui sont exclusivement du Clap? Est-ce que c'est peut-être un sales ingénieur qui vient sur les deals Clap? Vraiment, on a hésité, on parlait à d'autres boîtes. Moi, j'avais vu de la vente multiproduit chez HubSpot ou chez Talent. Je pense comme il y a une histoire à raconter, c'est un peu ma théorie, ou en tout cas mon point de vue. Si les outils communiquent et s'il y a une histoire à raconter, je pense que ça doit être un sales doit pouvoir assurer la vente complète pour l'expérience d'achat. Si c'est deux produits qui sont vraiment fragmentés, assez différents, je pense que c'est bien d'avoir des spécialistes. Mais ça va être en effet challengeant. Ok, non mais c'est bien, tu re-rentres dans une phase de construction. Ouais. Donc 2026, ça va être intense. En plus, c'est sûr que c'est la première fois que tu es dans une société dans laquelle tu vas gérer l'intégration d'une nouvelle boîte. Je l'avais fait chez Talent, mais on était là. J'étais chez Javelot en fait, qui a été racheté par un fonds et on est rentré dans le groupe Talent. Donc on avait ce côté aussi d'arriver à faire du cross-sell, mais voilà. Donc c'était un peu différent. Et tu l'avais pas piloté de la même manière? Non, je l'avais pas piloté de la même manière, parce que on était la boîte qui s'était fait intégrer. Ouais, c'est ça. Ok, génial. Donc 2026, ça va être une belle année et en gros, Lemlist va devenir encore plus l'outil incontournable pour toutes les équipes sales. C'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Là, on est vraiment confiant sur le fait qu'on peut aider les équipes sur la prospection, mais sur du gain de productivité et d'efficacité de manière globale. La prospection, en ce moment, c'est tellement chaotique qu'on veut vraiment apporter une solution pour un métier qui est dur, en fait. Tout simplement parce que c'est ultra dur de prospecter. Merci de le préciser. Tout le monde ne s'en rend pas compte, ceux qui ne sont pas du métier, mais c'est un métier qui est dur. En tout cas, tout le monde reçoit des appels. D'énergie. Ouais, tout le monde reçoit des appels. Alors, tu as une prospection un peu horrible, type quand Free t'appelle. Désolé Xavier. Si tu nous écoutes, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être. Bien sûr. C'est sûr. Mais tu vois, moi je pense que vraiment que quand tu prospectes, en fait, il faut se dire, et c'est le cas, tu dois amener de la valeur à la personne que tu vas contacter. Nous, on achète du service, on achète des logiciels parce que en fait, des gens nous ont prospecté. Je donne un exemple. Notre VP Customer Experience, qui gère des gens au support, a acheté une solution il n'y a pas longtemps d'IA suite à un appel à froid. Je trouvais ça génial. Ouais, non, mais ça fonctionne. Bravo. Comme ça. Ouais. Très bon sales. Ouais, très bon sales. On essaie de recruter après. Y a pas... ça n'a pas marché? Ouais, peut-être que parfois c'est une question de timing. Il n'arrivera pas. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de récupérer le numéro dans ces moments-là. Bah ouais. Ok, Yann, en tout cas, on te souhaite plein de réussite mais je te souhaite plein de réussite pour cette prochaine année qui va être assez remplie. Est-ce que tu as un message spécifique à faire passer à tes équipes, à
Je sais pas. À qui tu veux. À qui je À veux. ta compagne, à qui tu veux. C'est libre. Non, on recrute de toute façon sur plein de postes. En plus, donc n'hésitez pas, c'est sur toutes les plateformes comme Jungle, LinkedIn, etc. Allez voir, on recrute de manière assez forte. Et peut-être un message de croyance pour tous les gens qui sont sur de la prospection. Je pense qu'il y a vraiment moyen de continuer à faire ce job d'une manière efficace en étant créatif et avec la résilience qui caractérise déjà tous les prospecteurs. Donc, faut pas lâcher l'affaire et force. Ouais, non, mais c'est des beaux messages. Créativité et résilience, je pense que ça résume bien la prospection aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Merci à Yann, toi. pour ce riche partage d'expérience. C'était hyper intéressant. Et merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Trop cool. Merci, à bientôt. Bye. Ciao.